un podcast Cosmos Materia. Pour nous, les matériaux de très haute performance, on va viser effectivement la performance, mais on va peut-être pas mettre du recyclé partout. Et comme on fait souvent des matériaux hybrides, on va pouvoir mettre effectivement la performance ultime, notamment dans les fibres, dans des renforts, dans du renfort local, et de la matière recyclée à des endroits moins critiques, à des pièces qui sont moins critiques et qui acceptent tout à fait d'être la matière recyclée. C'est la bonne matière au bon endroit. Si j'avais un slogan à donner aujourd'hui, c'est vraiment celui-là. Et quand je dis bonne matière, c'est effectivement de la fibre courte, de la fibre longue, de la fibre végétale, de la fibre minérale, du carbone, du verre, de la fibre recyclée, de la matrice recyclée. On ouvre finalement avec ces technologies un peu hybrides, on ouvre les possibilités plus qu'à l'échelle du matériau, à l'échelle d'un objet, à l'échelle d'une pièce. On ouvre la possibilité effectivement de mettre la bonne matière au bon moment. Allez, on est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Dromien Matériaux, votre podcast de l'exploration humaine des matériaux et de la science, du média Cosmos Materia, le média matériaux centré. Écoutez, je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si je vous dis pas de bêtises, on est à l'épisode 32. Oui, déjà 32. 32 épisodes sur Dromien Matériaux, toujours accompagnés de personnes exceptionnelles, de personnes de talent, des jeunes profils, des profils plus expérimentés. Mais une seule chose et une seule dynamique, des gens qui ont envie de partager avec nous leur savoir, leur connaissance et surtout leur humanité. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable dans Dromien Matériaux. C'est pour ça que je fais ce podcast-là, en fait. Aujourd'hui, je vais être accompagné d'une personne incroyable, comme tous les gens qui passent dans Dromien Matériaux. Je vais être accompagné de Yves, professeur d'université de Bretagne Sud, si je dis pas de bêtises. Et effectivement est responsable de la plateforme en fait Compositique, qui est une plateforme de développement de matériaux à un TRL qui est plutôt un TRL pilote, entre 4 et 6. Et pour commencer cet épisode, je vais poser déjà 2 questions à Yves. La première, c'est Yves, comment tu vas? Et la deuxième que j'enchaîne, c'est Yves, ton baccalauréat, c'est quoi? Voilà, c'est parti. T'as 2 questions. Eh bien, écoute, merci Mike. Je vais très bien aujourd'hui. Je suis ravi d'être là effectivement avec toi et ravi effectivement de contribuer à cette aventure sur les matériaux. Je trouve que c'est une excellente idée. Je le suis depuis quelques temps et j'ai vu quelques collègues et amis passer. Et puis, écoute, mon baccalauréat, ça commence à dater. Je suis un peu senior, voilà. Donc, et c'était un baccalauréat D à l'époque. Donc, c'était déjà le début, voilà, entre les C'était... matériaux et la biologie. Ouais, c'est ça. C'était de C'est la D, bio, c'était de la quoi? C'était physique quoi? et de la chimie, voilà, c'était, voilà. Biophysique. Ouais, C'était, c'est pas voilà, mal. c'était biophysique et chimie, voilà. C'était un peu l'idée à l'époque. Bon, super, super, super. En tout cas, merci beaucoup d'être avec moi et d'être avec nous, avec les auditeurs sur cet épisode de Dromien Matériaux. Je suis très content de t'avoir ici et surtout ce qui est d'autant plus intéressant, c'est vraiment de pouvoir en fait échanger avec toi sur ton parcours, échanger avec toi sur ce qui te motive, ce qui t'a motivé, finalement le début de beaucoup de choses, le début de ta carrière, comment t'es devenu d'un bébé docteur à un grand docteur, à un grand professeur, tu vois, vraiment cette mécanique d'évolution. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant. Et effectivement, pour commencer là-dessus, je vais te poser encore une nouvelle question. C'est quand tu as continué, donc après ton baccalauréat, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la science et à te dire, tiens, je vais me lancer dans l'université et finalement, je vais me porter jusqu'à un doctorat. Et quel a été ce cheminement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je veux être scientifique? Bon, tu sais, je sais pas si à l'époque, à sortie d'un baccalauréat, on avait déjà les grandes motivations pour être docteur ou faire ce genre de choses. Non, je pense comme beaucoup de gens, je pense que voilà, la science me motivait bien à l'époque. Voilà, je trouvais que j'avais des profs qui étaient stimulants et je pense que c'est ce qui m'a poussé un peu à continuer jusqu'à peut-être, je sais pas, le bac plus 3, 4, où effectivement là, la motivation sur le domaine voilà, dans lequel je vis aujourd'hui est apparu, voilà, mais et un lot de rencontres, voilà, de profs qui ont été plus stimulants que d'autres, voilà,
de matériaux, et notamment les polymères, on y reviendra, voilà, qui sont apparus dans mes radars. Et voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire ce genre de choses. Voilà, mais c'est plus un cheminement qu'une vocation initiale. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que plusieurs personnes qui sont passées dans le podcast Dromia Matériaux ont eu ce même discours. Et d'autant plus, je me joins également à ce discours-là parce que c'est vraiment des professeurs ou des instants bien précis de notre vie qui nous ont poussé à se dire, bah tiens, finalement, Mm. c'est pas mal ça, c'est pas mal cette thématique. Et finalement, on aurait eu une interaction, une interface. D'ailleurs, ça colle bien avec la notion de ce qu'on va parler aujourd'hui, les notions d'interface. Une interface qui fait que in fine, on a accroché, on a adhéré, on a eu un bon ensimage. Mm. Donnons déjà la Voilà. terminologie de ce qu'on va parler. On a eu un bon ensimage Mm. entre nous, fibres de verre, de carbone, d'autres polymères synthétiques et notre matrice en tant que telle. Et c'est vrai que ça a été la genèse de beaucoup de choses là-dessus. Bah écoute, c'est trop cool en tout cas. Moi je trouve ça incroyable ce cheminement. Et ta thèse du coup, comment ça s'est passé? Sur quel sujet tu l'as fait depuis un moment déjà bien sûr, mais sur quel sujet? Ouais. Bah, écoute, la thèse, ça s'est fait, je te dis, voilà, au cours du cheminement de ce qu'on appelait effectivement des DEA à l'époque, petite initiation, voilà, à la recherche, déjà un intérêt, voilà, pour les polymères, pour les questions de surface-interface, et puis une thèse, voilà, côté chiffre, donc une volonté d'aller regarder un petit peu côté industriel, ce qui se passait aussi. Et donc le sujet était d'améliorer un peu certains types de cols, voilà, les adhésifs, qu'on appelle des cols thermofusibles, voilà, qui sont connus avec des pistolets, des bâtonnets qu'on fait, voilà, qui sont des cols plutôt typés collage bois, collage de performance plutôt limitée, et qu'il fallait effectivement essayer de remonter un petit peu en performance, notamment en tenue en température. Donc c'était voilà de la formulation d'adhésifs, voilà, pour des tenues, voilà, température un peu plus élevée que ce qu'on faisait dans un cadre de collaboration université-entreprise. Et à cette époque, c'était vraiment ça les sujets qui étaient le plus dans le monde des polymères à cette époque-là, où il y avait déjà des sujets composites qui pouvaient exister à ce moment-là. Non, il y avait déjà des sujets composites hein, qui étaient présents. On y reviendra, mais il y a des aspects cycliques. Les composites, par exemple, en ont vécu. Donc, il y a eu effectivement à ces périodes, des années 90, des grandes périodes composites. Ça s'est disparu un petit peu. En tout cas, c'était bien moins présent. Et puis, c'est remonté en puissance les dernières années. Sur les aspects, tu vois, de colle et d'adhésif, c'est pareil. Il y a eu des grands cycles. Il y avait une période très forte, hein, voilà, de formulation, d'apparition de nouveaux types d'adhésifs, notamment structuraux et autres, dans ces périodes-là. L'automobile, par exemple, voilà, qui est un consommateur, ou en tout cas découvrait les usages des adhésifs pour coller des éléments structuraux, pare-brise, mais même voilà, des renforts de carrosserie. Voilà, et ensuite c'est un petit peu disparu, et puis c'est revenu là depuis une dizaine d'années, parce que l'aéronautique cette fois-ci s'en est emparé, l'aérospatiale aussi. Voilà, donc les composites comme les adhésifs, voilà, sont voilà, des systèmes qui viennent avec des cycles voilà, de 10 ans, 15 ans. Ouais, ben c'est parfait comme transition, parce que là je vais te poser la question finalement. Yves, ben, dans quel secteur tu travailles? Et effectivement, là, j'ai déjà vendu la mèche. J'ai vendu que tu es déjà responsable d'une plateforme qui s'appelle Compositique. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous introduire en fait cette plateforme et les sujets sur lesquels tu traites? En fait, c'est ça qui est intéressant. Oui, alors aujourd'hui, je travaille sur les matériaux composites, et notamment sur leur mise en œuvre, sur les process de mise en œuvre, avec des matériaux qui rentrent de plus en plus dans le domaine industriel, notamment des composites, et notamment des composites thermoplastiques, qui sont pas historiques hein, des composites traditionnellement, qui étaient plus des systèmes faits de résine liquide qu'on faisait durcir avec les fibres. Voilà, c'était des process relativement rustique et solide et peu demandeur d'investissement hein, qui permettait de faire des composites. Et aujourd'hui, se pose la question de la recyclabilité, hein, de la fin de vie finalement de ces composites. Et là, on réfléchit aujourd'hui à introduire des composites plus recyclables que ces anciennes
résine, hein, qui agglomérait finalement les fibres et qui était un petit peu difficile à traiter en fin de vie, il est remplacé voilà par des matériaux recyclables que sont aujourd'hui les polymères thermoplastiques. Et donc aujourd'hui l'ère, voilà, la période dans laquelle on est plutôt de promouvoir des composites thermoplastiques et qui nécessitent, on en reparlera j'imagine, voilà, des procédés de mise en œuvre un petit peu euh, originaux, un petit peu différents de ce qu'on faisait traditionnellement, notamment plus automatisés. Et voilà, c'est ce qu'on met en œuvre aujourd'hui. Donc voilà, des process qui autorisent voilà, à mettre en œuvre aujourd'hui des matériaux un peu innovants et qui permettent aussi une diversité de matériaux composites bien plus grande que ce qu'on avait avant. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on développe au sein de cette plateforme, c'est de promouvoir, de développer, d'adapter tous ces process voilà, à des nouveaux matériaux. Mm. Mm. Ouais, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que effectivement, dans le monde des matériaux et notamment le monde des matériaux composites, il y a une grosse problématique autour des matrices. C'est vrai que anciennement, on était sur des matrices qu'on qualifie de thermodurcissables, donc qui va forcément impliquer énormément de choses d'un point de vue de mise en œuvre, qui est lié à énormément de consommables, parce que dans le terme de mise en œuvre, on peut être sur des Hum, mises en œuvre à moulage de type contact, infusion, des choses hum, qui peuvent être qui demandent beaucoup de consommables, notamment en fait des tissus, tout ce qui est au niveau des tissus d'imprégnation, au niveau des bâches à vide, au niveau des joints les joints pour le vide, pour sceller la bâche à vide. Si on fait de l'infusion, des tuyaux, la notion effectivement hum, de pompe, les pièges à vide. Si on foire le piège à vide, ben, derrière, ben, ça veut dire qu'on peut passer du temps à le nettoyer, ou alors si on l'a vraiment bien abîmé, ben, on change, on est obligé de jeter nos têtes de pas d'imprégnation, mais d'infusion, les têtes pour faire de l'infusion et même hum. notre piège à vide aussi. Donc c'est vrai que ça demande énormément de choses. Et effectivement, tu parlais donc en fait tu parlais des enjeux globaux, et tu parlais vraiment de ces enjeux de processabilité. Tu parlais aussi de la mécanique de recyclabilité qui est effectivement liée aux matrices, parce que les thermoplastiques, ben, finalement, ont la possibilité de changer de comportement au-delà de leur TG et admettre un point de fusion également, qui permet une certaine mobilité moléculaire. Donc ça, Tout à je fait. l'espère en tout cas. Mais après, ça, c'est sur le papier, c'est tout joli, c'est tout beau. Mais en réalité, en réalité, monter une matrice thermoplastique en température, ben, c'est aussi l'abîmer d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réinjecter un petit peu de matière vierge pour pouvoir redonner la propriété elle-même du matériau? Ça, c'est des choses que... D'ailleurs, ça, c'est une question que je veux te poser. Tout à Effectivement, fait. est-ce que c'est des choses que vous regardez? Est-ce que vous regardez que la processabilité, la remise en processabilité? Ou est-ce que vous regardez une matrice qui a été effectivement récupérée, remise en forme, et derrière ses propriétés mécaniques pour voir effectivement si on a bien un abaissement de ses performances par cette remise en forme? Hum. Non, tu as raison, hein. Je pense qu'effectivement, il faut pas idéaliser le recyclage des thermoplastiques. Il y a un certain nombre de contraintes. C'est plus facile, moins coûteux en énergie que les thermodurs. Par contre, effectivement, il va falloir être extrêmement clair sur le cahier des charges du produit qu'on va souhaiter refaire. Donc, soit en gros, pour caricaturer un peu, soit on accepte finalement une petite baisse des propriétés, auquel cas on va pouvoir refaire finalement un matériau avec quasiment 100% de recyclé, voilà, mais il n'aura pas le même usage, pas la même utilité, hein. On n'a pas accepté une petite dégradation. On a toute une catégorie de matériaux avec des usages différents, donc on peut tout à fait trouver. Je prends le cas des composites. Nous, ce qu'on préconise aujourd'hui, voilà, c'est avec des composites structuraux, voilà, recyclés, on peut faire des outillages, des moules pour refaire du composite, mais pas le composite lui-même. Donc ça, c'est par exemple une possibilité. Et sinon, effectivement, on va recharger, c'est-à-dire on va en fait remettre la matière vierge en mélange avec la matière recyclée. Et puis on va pouvoir regagner effectivement à peu près là 100% des propriétés, et avec un taux, encore une fois, de recyclé qui ne sera pas de 100%. Donc là, faut l'accepter, hein. Je pense qu'il faut pas voilà, qu'on mente finalement sur les possibilités. Soit une petite dégradation, soit vouloir refaire effectivement exactement le même type d'objet avec un mélange matière vierge, matière recyclée. Voilà. Mais ce sont des possibilités. Tout En à tout cas, fait. sur les possibilités qui ne sont pas extrêmement coûteuses, encore une fois, en énergie, et qui demandent bien sûr à être qualifiées. Encore une fois, on imagine bien que derrière toutes ces essais, ces process adaptés, on va effectivement remonter et mesurer très finement les caractéristiques de tous ces matériaux pour voir encore une fois à quel point ça peut fitter ou pas avec un cahier des charges d'application industrielle, bien sûr.
Tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle la mécanique de recyclage en boucle ouverte qu'il y a en boucle fermée. Et effectivement, quand sur certains types de matériaux, si on doit refaire, si on n'est pas en capacité de refaire le même matériau avec les mêmes propriétés mécaniques, on n'est pas en boucle fermée, on est en boucle ouverte. Et on le voit dans des Tout à fait. processus qui sont d'ingénierie des polymères thermoplastiques, on va dire, de plus grande consommation. Tu vois, par exemple, dans les bouteilles. Dans les bouteilles, j'ai une bouteille de Hum, Perrier, je vais en faire une hum, nouvelle bouteille de Perrier en plastique. Mais en fait, je ne peux pas refaire la même bouteille parce que avec les additifs, notamment les colorants dans la bouteille de Perrier, c'est impossible. Là, on comprend bien dans ce que tu fais. Toi, tu es vraiment plus sur de la haute performance, tu es plus sur des cas d'usage qui vont être hum, qui demandent des performances. L'aéronautique, le spatial, l'automobile, ça demande quand même des performances qui sont tout à fait. qui sont intéressantes et qui doivent être respectées dans le cahier des charges, c'est sûr. Si t'envoies un truc si t'envoies un truc dans l'espace que t'as pas le bon cahier des charges, tu vas être marrant mais grave. Non, c'est pas top. Ouais, effectivement. Non, non, là, on, on est obligé effectivement, voilà, de qualifier très très fortement, et c'est très bien. Hein, ces matériaux, ça se fait bien et ça permet d'être, voilà, d'être très réaliste dans ce qu'on va demander, dans la possibilité, voilà, de ce qu'on offrir. Alors, tu prenais le cas effectivement des bouteilles, c'est intéressant. Les bouteilles, effectivement, on comprend bien qu'on va pouvoir, et tout le monde souhaite, et les réglementations européennes et autres exigent effectivement qu'on mette de la matière recyclée. Simplement, on a des matériaux qui sont effectivement souvent des matériaux multicouches et on comprend bien que les couches internes qui ne sont pas en contact, encore une fois, avec les aliments ou avec l'eau, dans ce cas-là, pourront effectivement être recyclées, mais par contre, les couches en contact ne le seront pas. Donc, pour nous, les matériaux de très haute performance, on va faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on va viser effectivement la performance, mais on va peut-être pas mettre du recyclé partout. Et comme on fait souvent des matériaux hybrides, on va pouvoir mettre effectivement la performance ultime, notamment dans les fibres, dans des renforts, dans du renfort local, et de la matière recyclée à des endroits moins critiques, à des pièces voilà qui sont moins critiques et qui acceptent tout à fait de la matière recyclée. Donc voilà, donc on fait des adaptations voilà, qui permettent encore une fois de d'intégrer de la matière recyclée, rarement honnêtement à 100%. On va dire que 50% est un taux accessible, il faut un peu plus, mais voilà, mais ça donne une image de ce qu'on peut faire aujourd'hui de manière industrielle. Là, c'est super intéressant. Quand tu dis 50%, c'est-à-dire que tu considères pour une pièce un élément donné, un objet créé, c'est ça? Oui, pour une pièce, ouais, c'est ça. Je raisonne au-delà de la matière, je raisonne souvent pièce parce que Bien sûr. voilà, on peut avoir encore une fois des fonctions différentes hein, sur une pièce. Ça donne plus de possibilités, hein, de degrés de liberté pour notamment pour intégrer de la matière recyclée. Donc voilà, c'est souvent un avantage pièce plus que matière elle-même. Euh, voilà. On met souvent, nous en Oui, tout c'est cas dans super le domaine des intéressant. composites, euh, plusieurs matières dans un objet. Non, mais c'est super, super intéressant. Et en fait, je ne savais pas honnêtement qu'il y avait cette mécanique de pouvoir en fait designer la pièce. Oh, comment ça se passe? Comment tu fais quand tu as une pièce qui arrive ou un cahier des charges et que tu es en train de te dire, tiens, bon, bah, effectivement, mon cahier des charges, il a telle propriété. Eh ben, est-ce que tu as une étape de conception? Est-ce que je peux même parler d'éco-conception sur ordinateur qui va te dire, bah, effectivement, ces parties-là de l'objet de ma pièce, je peux aller l'investiguer ou je peux la mettre en œuvre avec un matériau recyclé et ces couches ou une autre position, je dois mettre de la matière vierge. Comment tu le designs? Comment tu gères ce cahier des charges? Bah, on a aujourd'hui des outils numériques qui sont assez puissants, hein, notamment des outils voilà, pour des calculs de structure et autres, la résistance des matériaux, qui permettent de voir, de visualiser en fait sur un objet, hein, sur une pièce, quels sont les champs de force, en fait, les champs de contrainte, c'est-à-dire voir visuellement sur ta pièce par où passent en fait voilà, les chargements et de dire voilà, bah, il y a des endroits, au centre de la pièce ou côté de la pièce. Alors ça dépendra bien sûr de la géométrie et de la matière, de la manière dont on va faire travailler ces pièces, mais des endroits qui sont moins chargés, voilà, qui sont moins contraints et sur lesquels on peut tout à fait accepter à ces endroits-là de mettre de la matière recyclée et de la matière potentiellement vierge au top niveau, aux endroits qui sont les plus fortement sollicités. Donc ça se visualise bien. Et après, ce qu'on va poser la question juste après, effectivement, avoir vu effectivement ces éléments d'un point de vue numérique, avoir fait des choix, mais aussi la processabilité, c'est-à-dire ok, virtuellement, j'aimerais bien mettre de la matière vierge à un endroit à l'autre. Est-ce que j'ai les process qui me permettent aujourd'hui voilà, d'adapter la pièce par rapport à sa géométrie, par rapport à la quantité de matière
vierges ou recyclées que je veux mettre à différents endroits. Mais on a aujourd'hui, notamment, comme on a eu longtemps, et moi j'ai travaillé là-dessus à un moment sur l'hybridation des matériaux, on a de l'hybridation de process. Donc aujourd'hui, c'est aussi un des sujets qu'on traite sur notre plateforme. C'est aussi la capacité sur des process qui étaient assez monolithiques il y a quelques temps, de les hybrider. Et notamment sur des process que je trouve intéressants, c'est de coupler des process de la plasturgie. Donc tu parlais de bouteilles, des process d'injection, d'extrusion, ce type de process qui sont assez anciens, avec des process plus récents et plus liés au monde du composite, qui sont aujourd'hui le placement de fibres, l'enrôlement filamentaire. Voilà. Et donc, en mixant, en hybridant ces deux grandes familles de process, on arrive, voilà, à faire du positionnement de matière là où on le souhaite dans des objets. Et là, on atteint effectivement cette capacité à jouer, voilà, sur les performances des matières et accepter voilà, de la matière recyclée à certains endroits moins critiques. Ouais, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, je rebondis vraiment sur ce que tu dis, notamment sur les notions de process. Et en fait, on peut très bien déjà aller sur une sorte de d'un autre domaine qui est en fait d'un autre domaine, donc qui est très proche en réalité, c'est les fibres, le choix de la fibre en réalité. Et le choix de la fibre, quand on va sur des processus effectivement d'impression par dépôt filamentaire. Alors moi, j'imagine très bien, je m'en rappelle d'avoir imaginé, tu sais, le gros bras robotique qui est capable d'imprégner avec une Hum, fibre pré-imprégnée avec tout un hum, dispositif qui est capable de se tordre dans tous les sens et que le bras robotique il arrive et il fait une hum, fusion locale. Il vient fondre la matière localement et déposer en hum. roulant, 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 roulant. C'est incroyable. Ça permet d'ouvrir en fait des pièces d'une complexité incroyable, notamment que je pense que c'est très connu dans le Tout monde à du fait. spatial. Voilà. Mais et vous Hum. avez ce type Ouais. d'appareil? Oui, oui. Ouais, c'est complètement là-dessus qu'on travaille. C'est exactement ce que tu décris. Ce sont des machines effectivement qui ont la capacité de mettre, si tu veux, la bonne matière au bon endroit et de consolider in situ. C'est avec des trajectoires. C'est comme une imprimante 3D aujourd'hui qui permet de mettre la matière. Tu peux aujourd'hui faire des pièces avec des couleurs, si on veut faire ça visuel, ou des couleurs imprimées. Tu peux mettre du rose, du vert là où tu le souhaites. Et il faut imaginer aujourd'hui que dans le monde du composite, on arrive à faire ça en mettant des typologies de fibres ou pas de fibres, à des endroits où je souhaite, des taux de fibres différents, et avec effectivement cette capacité à positionner et à consolider au moment où on dépose la matière, comme une imprimante 3D, comme tu le décrivais, ce sont des gros bras ou petits ou moyens bras robotisés qui embarquent en fait des têtes avec de la fibre, hein, comme si on avait une espèce de machine à tricoter, mais sur une tête d'un robot, et qui vont déposer de la matière en la faisant fondre localement, mais resolidifier aussi de manière contrôlée pour que la fibre qu'on vient de déposer reste à cet endroit et pas une capacité à bouger après. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment on met la matière, c'est la bonne matière au bon endroit. Si j'avais un slogan à donner aujourd'hui, c'est vraiment celui-là. Et quand je dis bonne matière, c'est effectivement de la fibre courte, de la fibre longue, de la fibre végétale, de la fibre minérale, du carbone, du verre, de la fibre recyclée, de la matrice recyclée. Donc on ouvre finalement avec ces technologies un peu hybrides et avec le monde du numérique aussi, qui permet de contrôler ça aujourd'hui de façon extrêmement fine, on ouvre les possibilités des matériaux et plus qu'à l'échelle du matériau, à l'échelle d'un objet, à l'échelle d'une pièce, Mmh, on ouvre la mmh. possibilité effectivement de mettre la bonne matière au bon endroit. Ouais, tout à fait. Penser pièce, effectivement, et penser objet, c'est penser finalement un ensemble de matériaux qui s'assemblent pour donner finalement un objet qui Oui, va remplir une fonction qu'on lui a définie. Mais oui, ce que je oui, tout à pense en fait. fait dans ce que tu m'expliques, que je trouve ça très pertinent, et en même temps, c'est là que je vais te poser cette question au point de vue des limites. Ben, quelles sont les limites à l'heure actuelle sur ce type de procédé? Parce que moi, là, j'imagine effectivement. En fait, il y a deux questions en termes de limites. La première, c'est quel est le type de limite par rapport à ce procédé. Ça veut dire, est-ce que tu es capable d'avoir une seule tête avec, ou alors un seul bras qui peut avoir deux têtes de deux types de fibres différents, qui est capable de venir se déposer. Bien sûr, tu nous diras aussi si on peut mixer les matrices, parce que je sais que des fois, en mixant les matrices, on peut plastifier une matrice par rapport à une autre, dire abaisser les TG, ça peut avoir des problèmes au niveau des performances mécaniques. Et ma deuxième question, c'est finalement, à force de vouloir hybrider trop de matériaux, on arrive sur finalement l'ennemi du décyclage. Ça veut dire qu'on n'est plus sur un monomatériau. Et qu'est-ce qu'on fait derrière de ces pièces Hum, en fin de vie? hum.
Non, tu as tout à fait raison. Hein. L'hybridation, que ce soit d'ailleurs matière, hein, encore une fois, faire des matériaux hybrides, des composites, des nanocomposites, ou faire de l'hybridation machine, hein, qui permet effectivement de mélanger effectivement énormément de matière au sein d'une pièce, ça a, à mon avis, deux limites. Une limite qui est celle que tu viens de citer, c'est plus on complexifie, plus effectivement les gens qui récupèrent ces objets en fin de vie vont avoir de la complexité à désassembler tout ça, à mélanger tout ça, à broyer tout ça, ou à faire des traitements chimiques, quels qu'ils soient, pour récupérer une matière qui soit la moins mélangée possible, pour qu'elle puisse retrouver même une vie. Donc effectivement, le fait de trop complexifier va amener effectivement des difficultés. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que, et tu le mentionnais, on sait mélanger des polymères qui sont miscibles, qui peuvent redonner un matériau intéressant, c'est un peu ce qu'on fait, ou alors, comme on le citait, mélanger effectivement de matériaux verts avec matériaux recyclés. En fin de vie, c'est pas trop un problème puisque de toute façon, on créera un mélange, voire on réintégrera un peu de matrice vierge. Donc, on reste dans une limite, on est conscient du fait, et c'est un peu de l'éco-conception, c'est de dire, voilà, oui, la technologie permettrait de faire une complexification un peu à un infini. Attention, il y a cette limite, effectivement, auquel on doit penser. Voilà, ces pièces, à un moment, se retrouveront sous forme de déchets, et on devra effectivement faire quelque chose. Il y a une autre limite qui finalement est un peu un garde-fou, qui n'est pas inintéressante, c'est aussi de la prendre, c'est aussi l'aspect économique. C'est que ces machines, plus on les complexifie, plus elles deviennent lentes. Et finalement, à un moment, c'est la productivité qui en pâtit. Donc, tu vois, les industriels, à un moment, on dit, bon, c'est sympa ce que vous pouvez faire, conceptuellement, on voit bien. Maintenant, nous, le fait de mettre tout ça en œuvre et de le rendre industriel à une échelle voilà, de production, ça va aussi nous pénaliser. Donc, voilà, tu vois, entre le concept où on pourrait développer énormément de choses et se faire plaisir en tant que scientifique ou technologue, voilà, atteint un moment des limites vraiment d'industrialisation, de productivité et aussi de fin de vie. Tout à fait. Après, effectivement, je pense que ça dépend également aussi. Alors, je rejoins totalement ce que tu dis. Je partage cette opinion. Et ce que j'alimenterai différemment, c'est que ça va aussi dépendre du secteur. C'est vrai que la cadence, par exemple, dans le milieu de l'automobile, ne sera pas la même cadence dans le milieu de l'aéronautique. Donc peut-être qu'il y a des choses et des complexités, des pièces complexes que tu pourras peut-être prendre un peu plus de temps dans le monde de l'aéronautique, parce que finalement, il y a un cahier des charges qui est peut-être beaucoup plus, enfin j'allais dire peut-être, mais non, il est beaucoup plus rigide que dans le monde de l'automobile, mais les cadences ne sont pas les mêmes. Alors c'est sûr, Hum. effectivement, tu as raison. Ça va être en fait un jeu de savoir si on est capable de sortir une pièce assez rapidement ou pas, et finalement de voir, en fait, ne pas sortir un bazooka pour aller tuer une mouche, quoi. On va dire ça comme ça. Oui, 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 non, mais tout à fait. Tu as raison, c'est un peu ça. Alors la productivité, comme tu dis, hein, tu prends deux domaines qui sont assez différents, hein, entre l'aéronautique et l'automobile. Hein, on comprend bien le besoin de productivité immense et énorme qu'on peut avoir dans on fait des voitures qu'on produit à plusieurs millions par an, ce n'est pas le cas d'un avion, mais l'aéronautique monte aussi en cadence, donc la productivité apparaît aussi dans ces secteurs-là. Non, moi, ce que je vois souvent en limite entre deux grands domaines, tu vois, c'est le domaine de l'artisanat, finalement. Et il y a des domaines. Alors, moi, je suis ici à Lorient, en Bretagne, dans un domaine où on fait beaucoup de courses au large. Et là, on reste dans un domaine relativement artisanal, des bateaux de course, voilà, pas des, pas identiques, il n'y en a pas des dizaines. Donc là, on peut accepter effectivement un certain nombre de choses qui sont pas tout à fait du domaine de la productivité. Et puis, tu as le domaine purement industriel, voilà, lui, va demander, quel que soit le domaine, des évolutions en termes de productivité. Voilà, c'est pas. Moi, je n'oppose pas les deux. Hein. Moi, quand je vois des partenaires avec lesquels on va faire un bout de chemin, je leur pose la question. Voilà, est-ce que vous êtes dans le domaine artisanal et c'est votre droit et on va raisonner de manière avec beaucoup peut-être plus d'espace de raisonnement possible. Ou est-ce que vous êtes dans un domaine industriel où la productivité, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps apparaîtra et on va raisonner peut-être un peu différemment. Voilà, moi, ce sont les deux mondes un petit peu qui s'opposent pas, hein, mais dans lesquels on se positionne, nous, tu vois, en termes d'assistance à la R&D, qui est un petit peu différent. Ouais, tout à fait. Non, mais ça, c'est parfait. C'est parfait parce qu'effectivement, il faut toujours adapter le bon procédé, le bon matériau au bon endroit. Et ça, Hum, je pense que hum. c'est le premier, pour reprendre ce terme de garde-fou, c'est le premier garde-fou, nous, en tant que scientifiques, et ça, c'est ultra important, c'est de se dire effectivement quelle technologie on met en face de quel matériau pour quel domaine d'application et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et ça, c'est super important parce que ça va limiter les coûts,
ça va effectivement avoir une meilleure stratégie au niveau de la mise en œuvre et au niveau de tout ce qui peut avoir. Le choix matériaux, parce que le choix matériaux impute énormément de choses. Parce qu'un choix matériaux, ça demande derrière tous les choix de fin de vie. C'est-à-dire, quel matériau on utilise? Ben, finalement, il faut pas avoir cette mécanique, j'utilise ce matériau pour ses propriétés. En fait, je me déresponsabilise de ma fin de vie. J'ai eu l'impression que c'est beaucoup ce qu'on a fait à l'époque. Et maintenant, on commence à se dire, attends, je vais utiliser ce matériau, il est ultra performant. Et là, et la fin de vie, comment je vais faire à ce moment-là précis? Est-ce que ça justifie une fin de vie complexe pour une pièce qui n'a pas un niveau de complexité qu'on recherche en réalité? Donc oui, c'est ce que tu dis. L'éco-conception est apparue, hein, et je trouve que là-dessus, elle a bien fait évoluer effectivement les manières de penser, encore plus tu vois, l'analyse de cycle de vie qui est posée effectivement, même de manière graphique, voilà, le cycle de vie d'un produit en raisonnant la ressource, sa disponibilité, les impacts de cette ressource, les process, on a un petit peu parlé, on essaie de les introduire, consommation énergétique, voilà, leur maintenance, tout ce qui va apparaître là-dedans, et puis bien sûr la fin de vie. Donc ça, je pense que c'est rentré aujourd'hui dans la manière de raisonner, à la fois des universitaires, hein, bien sûr, mais aussi des industriels. Pas toujours pour des raisons écologiques, mais souvent pour des raisons économiques. Enfin, voilà, aujourd'hui, j'ai une matière, est-ce qu'elle sera aussi disponible demain? À quelle échéance? À quelle distance je vais la sourcer? Est-ce que les sources sont fiables? Est-ce qu'elles sont en Europe, en France, en Asie? Pas tout. Donc cet aspect et pareil, on va me questionner, même en tant qu'industriel, tous sont questionnés sur la fin de vie de leurs produits, donc ils sont bien obligés de s'y intéresser. Donc voilà, je trouve que cette notion d'éco-conception est apparue et je trouve que voilà, ça génère un garde-fou intéressant, en tout cas des éléments de réflexion dans tous les choix que je trouve bien bienvenus. Ah, effectivement. Effectivement, c'est quelque chose que moi, en tant qu'en activité, en tant qu'ingénieur de recherche, je m'étais posé cette question d'ACV, parce que c'est quelque chose que j'ai appris, en fait. Je venais pas de ce monde-là de l'ACV, et même quand j'ai réalisé ma thèse, c'était pas des questions qu'on se posait. En réalité, c'est des questions plutôt, je regardais plutôt la performance du matériau, je regardais pas ces questions de fin de vie. Et puis finalement, c'était le jeu d'une certaine manière. Il fallait voir les propriétés. Il fallait quand même regarder ces propriétés-là. Mais derrière, quand la fin de vie est arrivée, que j'ai commencé à comprendre cette mécanique d'ACV, d'analyse de cycle de vie, effectivement, j'ai vu, effectivement, cette analyse me permet de choisir, finalement, les matériaux que je veux mettre en avant pour être bon en ACV. Par contre, j'ai trouvé qu'il y a une limite à cette ACV, c'est qu'elle est tournée beaucoup d'un point de vue impact environnemental, mais je la trouve qu'elle n'est pas tournée ou elle n'a pas encore intégré une composante qui est liée à l'empreinte matière. Tu vois, vraiment derrière un choix matériaux qui n'est pas basé que je vais émettre tant de CO2 ou je vais polluer tant de sol. C'est vraiment un choix de la matière par rapport à sa performance, par rapport à bref, j'ai plein d'idées là qui me viennent à l'esprit. Comment les matérialiser, c'est toujours un peu difficile, mais je trouve que cette notion d'empreinte matière, elle n'est pas encore marquée. Tu vois, c'est toujours quelque chose qui en découle sur notre environnement, sans comprendre que le matériau lui-même a sa place dans l'environnement. Tu vois où je veux en venir? Et je trouve que c'est pas encore marqué. Je sais pas, qu'en penses-tu? Ouais. Sur l'analyse de cycle de vie, bon, c'est compliqué mais intéressant. Je trouve parce que ça pose des questions. Alors, on l'a mentionné un petit peu. C'est commence souvent par ce qu'on appelle un inventaire de cycle de vie. Donc, voilà, tu essayes de raisonner pas que ton matériau, mais ce qui est avant, ce qui est après, les process, les transports, enfin un petit peu tout. Donc, ça élargit le champ de la pensée. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. La performance, tu en as parlé, on en a parlé tout à l'heure sur la notion de cahier des charges, c'est intégré sous forme de ce qu'on appelle une unité fonctionnelle. Alors, cette unité fonctionnelle, elle intègre la performance. C'est-à-dire quand tu compares deux matériaux, tu vas te comparer leur niveau de performance. Tu vas comparer une fibre de verre à une fibre de carbone, tu vas dire, oui, ok, le carbone, c'est sûr, intrinsèquement, il impacte plus, en termes de CO2 par exemple. Oui, d'accord, mais les performances sont pas les mêmes. Donc, on va réajuster par rapport à un niveau de performance. Ça, c'est contenu dans l'unité fonctionnelle. Et puis l'impact matériaux dont tu parles, il y a un impact qui est intéressant quand tu les mesures, c'est ce qu'on appelle le RMD. Ça, c'est un des indicateurs qui sort en fait de l'analyse de cycle de vie, c'est le Raw Material Depletion, et c'est la notion il y a des stocks de matière sur cette planète, voilà, peu importe du lithium, mais ça peut être de l'aluminium, ça peut être ce qu'on veut. C'est à peu près par le biais des bureaux miniers un petit peu partout dans le monde quels sont les stocks, bien sûr avec un taux d'erreur qui existe, hein. Et on voit comment les choix
de conception, les choix d'utilisation en matériaux qu'on va avoir vont impacter sur la perte finalement, de ces stocks. Ça va orienter aussi vers des stocks venant du recyclage. Hein. C'est aussi un indicateur qui est intéressant. Et voilà. Et donc on a plusieurs approches autour de l'analyse de cycle de vie qui vont renseigner. Hein. C'est souvent pas un monocritère. Il faut regarder plusieurs choses pour voir un peu voilà comment le matériau va prendre sa place, tu le dis un petit peu dans la société, en augmentant sa performance, en augmentant des fois sa fonctionnalité, hein, c'est une façon aussi de faire, et puis en diminuant effectivement des impacts importants, hein, bilan carbone ou autre, mais voilà, c'est une des complexités de l'analyse de cycle de vie. La complexité, si j'en cite une dernière pour l'analyse de cycle de vie, parce que c'est un lien avec un petit peu ce qu'on discute, c'est la notion du recyclage et de la fin de vie sur lequel aujourd'hui on a sûrement le plus gros taux d'erreur dans ces analyses de cycle de vie, puisque on se base sur des scénarios. Finalement, à une fin de vie d'un matériau au tenté, on se parle là, on met une pièce sur une voiture, il y a des filières de recyclage qui sont ce qu'elles sont. Quand cette voiture qu'on est en train de construire arrivera en fin de vie, dans 20 ans, les filières auront évolué. Comment on prend ça en compte? C'est pareil sur des bouteilles ou autres. Voilà, on est obligé de faire des scénarios d'évolution, des scénarios de comparaison entre différents pays, des pays qui sont des fois plus avancés que nous. Donc on va prendre un scénario d'évolution comme ils ont eu lieu dans d'autres pays. Enfin, voilà, mais ça reste des scénarios. Et qui dit scénario dit variabilité de la personne qui a établi ce scénario. Voilà, donc, mais l'analyse de cycle de vie est un bel outil d'élargissement de la pensée. Moi, je l'ai connu. Hein, bon. Mon grand âge fait que voilà, j'ai connu la conception de matériaux sans et la conception de matériaux avec, et surtout en relation avec les partenaires industriels, et j'ai vu ce changement. Et c'est intéressant. Ce sont des vraies questions aujourd'hui qui se posent et assez fines et qu'on peut partager entre universitaires et industriels. Voilà. Mm. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est pertinent. La mécanique d'empreinte matière. En fait, combien de temps tu vas immobiliser Mm. cette matière pour l'usage et la fonction donnée Ouais. de ce matériau et de l'objet qui est issu de ces matériaux, de la combinaison de ces matériaux. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que tu vois, par exemple, dans le monde du BTP ou du génie civil, tu vas immobiliser un matériau pendant une trentaine Mm. d'années, globalement. Quand tu regardes le monde dans Mm. l'emballage, tu vas l'immobiliser Mm. peut-être pendant un mois, gros max, ou même pas 5 minutes, même pas ça. Donc, Ouais, on va dire moins un mois longtemps. si tu comptes Mm. la fabrication, le transport, et Mm. après, tu arrives avec ta barre de chocolat, Mm. hop, tu l'ouvres, ça et c'est terminé. En gros, en usage, t'as fini, quoi. Mm. Donc, C'est ça. effectivement, Mm. il y a cette approche-là qui est, qui est super intéressante. Et c'est vrai que là, on a parlé un peu des matrices et j'aimerais qu'on parle un peu plus de la fibre aussi, parce que quand on parle de composite, on parle forcément Mm. du renfort fibreux qui va donner aussi une direction, une Mm. terminologie à nos composites, selon le type de renfort, selon le type du tissage de ce renfort aussi, et selon aussi Mm. si on a une fibre qui est cotissée, torsadée. On va parler aussi de pas mal de choses comme Tout ça. à fait. Quels sont quelles sont les fibres les plus utilisées à l'heure actuelle par rapport à... Alors, tu vas me dire forcément, tu peux me répondre tout de suite, je vais me dire, bon, oui, Mike, mais quel secteur? Alors, ça, c'est sûr qu'effectivement, quel secteur ça va driver. Oui. Mais comme on est dans le monde un peu de l'aéronautique, Mm. t'es plus dans le monde de l'aéronautique que les autres, c'est ce que j'ai bien compris. Tu travailles beaucoup plus sur la fibre de carbone, fibre de verre, fibre d'aramide. Qu'est-ce que c'est plutôt sur ce type de fibre que tu travailles? Oui, oui. Alors, si tu prends le monde de l'aéronautique, oui, oui, c'est la fibre de carbone qui domine très, très largement. Si tu prends le domaine que je citais tout à l'heure, faire des courses avec des bateaux, tu resteras sur de la fibre de carbone. Et puis, si tu prends des secteurs plus loisirs, voilà, tu vas être plutôt sur de la fibre de verre, qui est bien sûr moins coûteuse. Voilà, donc oui, en volume, je pense que la fibre de verre reste de loin, parce que c'est de la quantité, comme une fois, voilà, tout ce qui va être ces loisirs, mais aussi, je sais pas, des baignoires, des éviers, enfin, tu vois, dans le bâtiment, il y a énormément d'usages aussi de fibres de verre, donc tu vas avoir une dominante effectivement fibre de verre, qui en plus intrinsèquement est plus lourde que la fibre de carbone, donc je pense en termes de poids utilisé dans un pays comme la France, c'est la fibre de verre, suivi effectivement par la fibre de carbone, suivi par des fibres de type Kevlar, organique, ce genre de choses, et puis une émergence, pas neutre, hein, aujourd'hui, voilà, des fibres végétales hein, voilà, qui prennent une petite place, hein, encore, faut être raisonnable, mais voilà, mais qui sont apparues hein, depuis une dizaine d'années dans l'usage.
qui aujourd'hui voilà, trouvent leur place, pas sur la performance du carbone, hein, on n'est pas à ce niveau-là, mais compétitrice avec la fibre de verre. Donc bon, c'est aussi des choses intéressantes qui arrivent. Puis après, comme tu l'as dit, après c'est Et qu'est-ce qui est plus limitant? Qu'est-ce qui est plus limitant dans le choix d'un composite pour toi? Est-ce que c'est plus limitant vraiment la matrice qui va vraiment driver tout? Ou est-ce que quand même c'est limitant le choix de la fibre? Moi, mon parti pris, c'est la matrice, parce que voilà, j'ai un thermodurcissable, ben, j'ai flingué tout, quoi. Mais toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu trouves qui est plus limitant? Non, alors si tu veux, ce qu'il faut voir, c'est les concepteurs, ceux qui conçoivent, hein, on parlait d'aéronautique, hein, tu conçois une aile d'un avion, un fuselage d'un avion, ce qui va être important pour toi, c'est la propriété de la fibre. C'est vraiment ce qui est dimensionnant, hein. Sur les propriétés mécaniques, il y a même pas de discussion. Et après, sur d'autres propriétés, on va raisonner effectivement sur quel type de matrice. Voilà, une thermodure type époxy, une thermoplastique type PIC, PEC, LMPEC, PPS. Enfin, voilà. Donc après, mais le driver mécanique de la propriété mécanique, c'est ce qui va conditionner le type de fibre, hein, qu'on va utiliser. C'est vraiment important de le voir comme ça. Après, les propriétés thermiques, les propriétés de mise en œuvre vont bien sûr orienter vers tel ou tel autre type de matrice, vers la recyclabilité, on l'a dit, hein, qui effectivement va permettre voilà, de prendre une matrice, notamment potentiellement thermoplastique, plus facile à recycler. Mais non, initialement, c'est vraiment la fibre qui conditionne, le carbone étant aujourd'hui indéboulonnable, hein. Pour être clair, hein. Après, on peut parler de l'origine de la fibre de carbone, hein. On peut avoir des fibres de carbone biosourcées, hein. L'intermédiaire est biosourcé, ça c'est encore autre chose. Mais la fibre de carbone, le squelette, d'avoir du squelette en carbone, en ratio entre une performance mécanique et un poids, aujourd'hui, c'est imbattable. Hmm. Oui, parce qu'effectivement, si je dis pas de bêtises en termes de chiffres, et je parle sous ton contrôle, c'est quoi? C'est 70% volumique de fibre de carbone dans une pièce par rapport au volume de la matrice quand tu C'est fais un une pièce maxi, composite? c'est un max, ouais, c'est un max. Ah, idéalement, ce serait tu vois, des concepteurs de pièces en matériaux composites te pousseraient à monter en fraction volumique le plus haut possible, 70, voire des fois certains te pousseraient plus, hein. Quand tu fais de la simulation sur un ordinateur, tu dis, oui, je veux beaucoup de fibres, voire un max de fibres. Après, voilà, les gens qui sont les mains dans la machine pour fabriquer te disent non, non, mais à un moment, c'est juste plus possible, mais c'est pas des propriétés, la limite n'est pas la propriété mécanique ultime dans le sens de la fibre. Ça va être le fait que les fibres n'adhèrent plus, la matrice n'est plus suffisante, les process ne fonctionnent plus. Donc la limitation finalement du taux de fibre, comme tu dis, ouais, 70%, c'est déjà un très très haut ratio en fibre. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a une limite technologique qui fait qu'effectivement, si Mm. on serre trop et on met pas assez de matrice, ben on n'a pas de liaison interfilament, notamment dans la fibre de carbone. Quand je parle de filament, je parle vraiment de la fibre de carbone, interfilament. Et c'est vrai que là, s'il y en a plus de ça, même si on encime les fibres pour avoir une meilleure adhérence avec la matrice, s'il n'y a pas de matrice, c'est compliqué, quoi. On va avoir des zones de Mm. faiblesse où elle va travailler toute Bah, seule tu vas augmenter et puis ton, voilà. ouais, c'est ça. Tu vas augmenter ton taux de défaut. Si la matrice a ça de bon, voilà, qu'elle essaie d'homogénéiser un composite fibreux n'est jamais parfait, hein. Voilà, par définition, il y a toujours effectivement des zones plus imprégnées, moins imprégnées, des zones de recouvrement, des zones où il y a plus de distance entre fibres. Et la matrice vient un petit peu combler tout ça. Et donc, voilà, on en a vraiment besoin. Si on en met trop peu, il y aura plus de défauts. Les défauts vont parler. Et finalement, là où on a pensé gagner en mettant beaucoup de fibres, on va perdre dans la réalité parce qu'effectivement, les process vont amener effectivement des quantités de défauts supérieures. Donc, voilà. Et Tout donc, à fait. tu as raison, entre 50 et 70%, on est dans le ratio optimal de fibres. Où la matrice devient plus un liant qu'une matrice en tant que telle, quoi. Oui, c'est un liant pour beaucoup. Alors, encore une fois, hein, pour un mécanicien concepteur, c'est un liant. Voilà. Pour quelqu'un du process, c'est un processing agent. C'est un élément important, voire prédominant, hein, dans le process. C'est vraiment jouer avec cette capacité de la matrice à fondre, à durcir, à accepter des mouvements locaux de fibres, à resolidifier comment on veut la contrôler. Enfin, voilà, c'est vraiment
il faut imaginer ça comme un ciment. Voilà, quand on est un constructeur de maison, quand on met des parpaings, voilà, il faut un moment que tout ça se tienne avec un temps déterminé. Aujourd'hui, la matrice, elle sert à ça, et encore plus aujourd'hui avec, je dirais, euh, avec les nouveaux process dont on parlait, tout ce qui est placement de fibres, où effectivement, voilà, la matrice, c'est vraiment un agent qu'on souhaite contrôler en direct, la faire fondre quand on souhaite, solidifier quand on le souhaite, et aujourd'hui, avec des solutions de chauffage laser et autres, on y arrive à avoir voilà, ces espèces de chauffe et de refroidissement immédiat. Donc, on contrôle bien tous les positionnements, notamment positionnement des fibres, grâce à la matrice. Mm, mm. Et comment ça se passe concrètement? Demain, moi je suis un industriel et je viens de te voir et je te dis bah voilà Yves, voilà mon cahier des charges. Je veux travailler avec toi. J'ai vu que tu as développé tel procédé intéressant. Comment ça se passe? Comment j'initie le lien? Comment je fais pour que on crée un projet ensemble et qui peut-être qu'il y a une thèse qui arrive, une thèse chiffre. Comment ça se passe? Ben alors, ça va être assez dépendant, si tu veux, du type de demande. Alors, je vais t'en caricaturer deux qui sont assez différents. On va voir un peu les extrêmes. On a des gens qui viennent nous voir en disant, voilà, nous, on veut faire des composites originaux. C'est-à-dire, on veut utiliser une matrice que les autres n'utilisent pas. On veut utiliser une typologie de fibre. On veut raconter quelque chose autour du composite. Donc, on veut un composite totalement original. Voilà, on veut mettre, je sais pas moi, on veut raconter une histoire autour de la mer. Voilà, donc on veut un composite qui parle de la mer. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme élément, par exemple, d'origine marine dans un composite? Donc quelque chose d'original. Donc on crée une matière, un matériau. Nous, on va passer par ce qu'on appelle une création d'un semi-produit. Un semi-produit, c'est quoi? C'est un produit formulé, mais qui ensuite est capable de rentrer dans une machine. Donc ça, c'est une grosse partie du travail qu'on fait. Un produit intermédiaire, voilà, qui est vient de la formulation, de la recette qu'on a créée de matériaux, mais qui rend cette recette compatible avec une machine. Donc ça, c'est vraiment l'histoire. On vient nous voir en disant, voilà, aidez-nous à raconter une histoire autour du recyclé, de systèmes biosourcés, de produits marins, de ce que vous voulez, voilà. Peut-être, ou de produits qu'on pourrait créer dans l'espace ou sur la Lune avec de la régolithe. Bon, peu importe. Voilà. Amenez-nous. Et ça, ce sont des demandes qu'on a souvent. Voilà, c'est vraiment le composite version originale. On repart quasiment de la chimie, de la formulation, de la recette du semi-produit pour aller vers la machine et vers les trajectoires après originales de programmation de la machine. On a vraiment toute la gamme, et c'est souvent des projets qui nous motivent bien, parce que là, on a vraiment l'impression d'être dans notre rôle d'inventeur et un peu de créateur de matériaux nouveaux. Et puis, il y a d'autres cas où on vient plus nous voir pour des évolutions machines, pour de l'augmentation de performance, pour des systèmes de chauffe un petit peu particuliers, pour des manières de déposer la matière, pour faire évoluer le numérique, les logiciels. Aujourd'hui, beaucoup pour de l'IA. Hein. Que peut nous apporter l'IA pour optimiser, par exemple, voilà, des paramètres de process et augmenter, par exemple, la productivité ou diminuer les défauts, augmenter la qualité. Enfin bon, donc là, on est plus voilà sur des évolutions machines qui, bien sûr, prennent en compte la matière, mais qui sont plus liées souvent à du numérique. Et encore une fois, l'IA, le jumeau numérique, fait sa petite révolution au passage sur ces secteurs-là. Et dans d'autres cas, on vient vraiment sur des questions de matériaux, voire même si la finalité sera aussi de créer des objets, mais avec toutes les étapes qui sont nécessaires pour voilà, créer une formule, une recette de matériaux original et la rendre compatible avec la fabrication d'objets à la fin. Ouais, c'est super pertinent, notamment quand tu parles d'IA, parce que ça rebondit concrètement à une des chroniques qu'on a dans le média Cosmos Materia, qui est Mater IA, qui est la chronique à la frontière des matériaux et Mmh, de l'intelligence j'ai vu ça. artificielle. Et dans cette chronique, il y a un des dernières éditions de la chronique où on a titré et si la matière résistait à nos intentions. Et finalement, l'intérêt, c'était vraiment de se dire, et si on change de paradigme, le paradigme de l'ingénieur, est-ce qu'on arrive à changer de milieu? Est-ce que l'ingénieur ne va plus imposer, mais il va accompagner et il va demander à l'IA d'être une extension de lui-même pour parler à la matière et finalement donner une dimension, de libérer les degrés de liberté de ce que la matière veut faire pour plutôt l'exalter au lieu de l'imposer. Et c'est des choses finalement, c'est ce changement de Mmh. paradigme que toi tu inscris également dans ta démarche de travail?
Oui, oui. Alors pour nous, si tu veux, par rapport à ce que je viens de te décrire, il y a deux manières de voir l'IA. Une manière qui est une assistance à la formulation, c'est-à-dire encore une fois, c'est ce que tu dis, le champ des possibles quand on formule, quand on crée des recettes est tellement immense que l'IA peut nous aider à faire des choix pertinents. Donc ça, c'est un aspect d'aide à la formulation. Moi, je reste persuadé que le formulateur, hein, celui qui a le métier, la connaissance, la science dans les doigts et dans le cerveau sera toujours là à la commande, mais l'IA peut être une véritable aide hein, pour aller plus vite, pour être plus pertinent, perdre moins de temps, enfin voilà. Et puis tu as l'autre côté, alors là qui est encore plus, peut-être plus prometteur, c'est l'IA autour de la fabrication, autour des machines, autour des paramètres process. Et là c'est énorme. C'est parce qu'on a un champ qui est aussi, comme le domaine de la formulation, qui est infini. Le nombre de paramètres sur des machines un peu compliquées, c'est infini. Et surtout quand on hybride, hein, par l'hybridation, là, ça, on a des matrices avec des dizaines, des centaines, des millions de combinaisons sur lesquelles l'IA va devenir pertinent. Et là, honnêtement, on pourra se poser la question à un moment de est-ce que l'IA va être lui-même le décideur de la manière, finalement, de régler des machines pour obtenir des objets euh, pertinents. Parce que plus on nourrit l'acquisition de données, en fait, quand on crée des process, quand on met en œuvre des process, est tellement énorme à chaque fois que là, on peut se dire qu'effectivement, l'IA, peut-être dans peu de temps, deviendra plus pertinent que l'humain, plus rapide à régler des machines, à trouver des solutions originales. Là où je pense que sur la formulation, sur la création, il restera sûrement encore pendant assez longtemps la question de l'humain, son choix, de son intention, parce que peut-être la génération de données, hein, pour la quantité de données quand tu formules, n'est peut-être pas la même. Donc l'apprentissage de l'IA va être beaucoup plus long, à mon avis, sur ces sujets de formulation que sur les sujets d'automatisation de fabrication de matériaux, où là, la production de données très 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 rapide et l'IA assez impressionnant. Oui, oui, c'est vrai que le plan d'expérience, il peut aller se rhabiller. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, pour en avoir fait, et, je vois bien que là, on a changé d'époque. Oui. Moi, je me rappelle, en cours, en master, j'avais un cours sur le plan d'expérience. Mais on voit très vite la limite. Enfin, on voit très vite les limites du plan d'expérience. Si les paramètres ne sont pas déjà optimisés depuis le début, si on sait que c'est pas eux qui évoluent réellement sur la propriété du matériau, le plan d'expérience, on peut faire autant d'expériences qu'on veut. D'ailleurs, en plus, c'est plus on met de paramètres, plus on commence à dupliquer, je ne sais plus combien de plans d'expérience, ça devient vraiment incroyable. Et incroyable, mais au sens mauvais du terme. Ça veut dire, ça devient une usine à gaz pour moi très 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 élevée. Nous, on a eu la chance, en fait, en thèse, hein, en thèse, j'ai eu la chance de travailler sur les réseaux neuronaux, mais vraiment très petits, hein, c'est vraiment des tout petits perceptrons. Donc finalement, c'est une forme d'IA, hein, le réseau neuronal. Euh, ça permet de lever des doutes. Mais là, maintenant, avec des IA qui existent maintenant clairement, maintenant, avec tous ces paramètres-là, c'est sûr. Hein. Et c'est sûr que je pense que l'IA, elle va vraiment rentrer dans une mécanique où elle va plus servir à dominer davantage la matière, mais elle va permettre en fait à mieux comprendre les zones de liberté du matériau, pour savoir sur quoi on va jouer et comment on va jouer et comment on va être pertinent. Parce que s'il a plus une tendance le matériau a plus cette tendance à faire quelque chose, donc aller vers une propriété que nous on n'a pas investiguée, ben finalement s'il a plus cette tendance-là, il vaut mieux utiliser sa force que à tout prix lui apprendre une nouvelle force. Tu vois où je veux en venir? Il y a vraiment cet intérêt-là, quoi. Ouais. C'est super. Non, en tout cas, c'est super certain. Dans la science intéressant. des matériaux, l'IA a une pertinence réelle. Hein. Voilà. C'est très bien. Beaucoup de laboratoires aujourd'hui travaillent dessus. C'est de trouver effectivement sa place, ses possibilités. Et c'est une jolie petite révolution. Mm. Et donc ça c'est parfait parce que ça me fait bonne transition pour te poser une nouvelle question. Euh, Finalement, Yves, toi, dans toute cette démarche que tu as menée, avec l'expérience que tu as acquise, finalement, autant humaine que professionnelle, et finalement, je pense que toujours, je défends vraiment cette mécanique que pour moi, les deux sont liés. Euh, une femme et un homme est moteur de sa recherche. En fait, la recherche n'existe pas tout seul sans la détermination de quelqu'un derrière pour la porter. Donc, c'est vraiment cette mécanique-là pour moi qui a vraiment une unité entre le chercheur et l'aspect chercheur et l'aspect humain, vraiment, dans cette mécanique-là. Et
Au niveau actuel des technologies qui est autour du monde du composite, c'est quoi ton état d'esprit? Tu penses qu'on va aller plus loin dans les nouvelles technologies encore? Donc là, on parlait de l'IA, mais là, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin encore. Est-ce que tu penses qu'on va aller, ça va être des technologies qui vont être j'allais dire réinnovées, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ou peut-être revues ou redécouvertes par rapport au fait qu'on va avoir effectivement des outils comme l'IA qui va le faire, ou est-ce que ça va passer aussi par le développement de d'autres matrices, peut-être aller sur une mécanique, tu vois, j'aimerais appeler cette mécanique plutôt on parle d'éco-conception, moi j'aimerais bien parler d'un mot que j'ai inventé, ça s'appelle l'éco-matérialité. C'est-à-dire, avant de penser l'éco-conception de l'objet, est-ce qu'on ne peut pas penser l'éco-conception de la matière elle-même, qui donnerait un degré de liberté à l'éco-conception de l'objet. Donc, comment tu penses le futur de tout ça? C'est quoi ton état d'esprit sur cette recherche et notamment la recherche des matériaux composites? C'est vrai qu'on n'a pas parlé des fibres, mais on pourrait en parler aussi exactement dans cette réponse. Alors, si tu veux, c'est un domaine, tu vois, je te parlais en tout début de cyclicité. Le domaine du composite, depuis 10 ans, est revenu sur le devant de la scène, alors qu'il avait pas mal perdu depuis les années 90, et il y a aussi pas mal d'expertise qui s'est perdue, notamment dans le monde industriel, qui a été pas mal conservé, heureusement, dans le, dans le système public et dans les laboratoires. Et depuis 10 ans, effectivement, on voit une espèce de montée en puissance. Pourquoi? Parce que le composite, encore une fois, voilà, aujourd'hui, permet de gagner notamment en poids, en énergie, dans tous les secteurs. On a parlé d'automobile, on a parlé de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de l'énergie, enfin, un petit peu partout. Donc voilà, il est revenu en force sur, on va dire, trois aspects qui me paraissent importants. Un, les chimistes. Les chimistes se sont remis au travail. Bah, c'est vrai que quand il y a de la demande d'un côté en termes d'usage, bah, les chimistes ils voient un intérêt, donc des grosses sociétés qui se sont mis à réinventer voilà des résines nouvelles, des fibres nouvelles ou pas forcément toujours nouvelles. Je parle de la fibre de carbone biosourcée, c'était des choses qui avaient été testées pas forcément de manière industrielle dans les années 30 ou 40 et qui reviennent finalement aujourd'hui. Donc on revisite aujourd'hui le monde de la chimie, des matrices comme des fibres. Et ça, c'est très bien et ça donne une grosse dynamique. De l'autre côté, ce qu'on revisite aujourd'hui, j'en ai parlé un petit peu, c'est les process, avec une capacité à hybrider, à diminuer les coûts. L'impression 3D est passée par là et c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une imprimante 3D, ça vaut 500 euros. Même une très très bonne. Alors des fois c'est en Chine, hein, mais voilà, mais en tout cas une machine très opérationnelle aujourd'hui qui peut mettre en œuvre du composite. Alors, des fois à fibre courte, à fibre longue continue, on peut discuter, on va pas forcément dans les détails, mais qui peut mettre en œuvre une certaine forme de composite à bas coût. Et puis tout le numérique. Donc là, on est vraiment sur l'aspect automatisme qui devient très très abordable, qui n'était pas. Et puis il y a tout le numérique. Aujourd'hui, le numérique, à la fois en open source, mais aussi a fait une révolution à très bas coût. Pouvoir faire aujourd'hui du calcul de structure, je parlais de savoir mettre la bonne matière au bon endroit, commander aujourd'hui des automates, faire des trajectoires, ce qu'on appelle des slicers, qui sont capables de découper, de faire des commandes machines très très spécifiques. C'est une révolution en cours et puis et il y a autour de tout ça. Donc on a trois secteurs aujourd'hui les machines, la matière, disons chimie des matériaux et puis le numérique qui se coordonnent aujourd'hui et qui évoluent. Et on met une couche d'IA autour de ça. Je pense qu'on n'est pas au bout de l'histoire. Voilà, je pense réellement qu'on est en capacité de faire des choses encore plus novatrices, à la fois en performance, très bien, mais aussi en éco. C'est-à-dire de dire, oui, ok, on nous bride avec des normes, d'accord. Maintenant, la norme, c'est aussi un moment de revisiter ou des directives. Hein. C'est un moment de revisiter effectivement les process, les matières, potentiellement le numérique, et ça redonne des possibilités. Donc pour moi, on est dans une période d'encore de changement dans le monde du composite qui a redémarré fortement depuis 10 ans, mais qui de loin pas au bout. Hein, et avec allez, on va se le dire entre nous, mais ça c'est toujours la petite guéguerre voilà, entre les gens des différentes communautés de matériaux, mais on essaye de tailler des petites paupières aux métaux. Hein, voilà, faut se le dire, aux céramiques aussi. Voilà, donc voilà, mais c'est intéressant, ça fait partie de cette compétition entre les matériaux qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de créer des nouveaux matériaux, c'est aussi de prendre voilà, des parts de marché sur des secteurs dans lesquels voilà, il y a d'autres matériaux qui étaient positionnés, mais même dans le génie civil. Les composites, aujourd'hui, c'est une entrée dans le domaine du bâtiment. Donc, c'est très bien. Ah, effectivement, ça rebondit à un épisode que j'ai tourné avec Laetitia Marot,
sur Dromien Matériaux. D'ailleurs, Laetitia, si tu les écoutes, on te fait un petit coucou. Qui avait vraiment travaillé sur l'utilisation de la fibre de chanvre dans les Oui, bétons. Laetitia, on se connaît aussi. Et Hum, voilà, donc tout à fait. c'est pour ça que et vraiment la fibre de chanvre dans les bétons, et c'était vachement intéressant parce que je trouvais que c'était pertinent de voir comment on Hum, pouvait changer de paradigme au niveau des fibres et l'utilisation de ces fibres, sachant que c'était finalement un coproduit pour elles, c'était vraiment quelque chose. Eux, ils en servaient pas des tiges de la fibre de chanvre, donc voir comment elle pouvait être réutilisée. Mais tu vois là, même ça, cette mécanique, je trouve qu'il y a une petite limite à ça, c'est que j'ai l'impression qu'on essaie de trouver toujours des solutions à des problèmes qu'on a nous-mêmes générés, au lieu de se dire, finalement, je reviens à mon histoire un peu métaphysique. Vraiment, je voudrais qu'on y revienne à cette histoire un peu métaphysique, de se dire, est-ce que finalement, il vaut mieux pas faire en sorte que on accompagne la matière à libérer ses zones de liberté, tu vois, de ses degrés de liberté. Vraiment l'accompagner à faire ce qu'elle veut faire elle, et non pas ce que nous, on veut lui imposer. Et peut-être qu'en faisant ça, on va se libérer de plusieurs coproduits. Tu vois, peut-être que ces coproduits, on les aura plus. Et si on les a plus, toutes hum. les solutions qu'on a développées derrière, en fait, il n'y aura plus de sens. Vois-tu où je veux en venir? Bah, je te suis un peu alors sur la partie, parce que la question que tu poses, qui serait un peu la vision un peu biomimétique, c'est-à-dire de dire bon, la nature c'est bien à s'emparer des matériaux et à mettre le bon matériau au bon endroit, on fera pas mieux que la nature. Par contre, on peut la copier, on peut s'en inspirer, on peut trouver des idées. À mon avis, il y a une richesse qui est énorme dans cette partie-là. Donc oui, si ton idée c'est de dire la matière s'auto-organise via le vivant pour donner des performances qu'on peine à atteindre, oui, c'est certain. La matière, si tu la vois comme une matière avec une intelligence propre qui chercherait à s'auto-organiser, que nous on la briderait, j'ai plus de mal à voir. Pour moi, tu vois, je mets pas d'aspect métaphysique aujourd'hui dans la matière, même s'il y a des choses que j'aime bien. Mais voilà, mais bon, après, écoute, oui, ça fait partie de champ de discussion possible sur. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette mécanique-là. Moi, je pense qu'en fait, les énergies font que les énergies entre les atomes et entre la constitution de ce qu'on met en œuvre font qu'effectivement, on doit plutôt plus écouter ce que l'architecture de ces matériaux déjà qui existent, à quoi comment dire, elles aspirent, tu vois. C'est peut-être métaphysique et ça sort peut-être d'un Mmh. contexte un peu plus pragmatique, mais je pense qu'en tant que scientifique des matériaux, il faut pas se fermer à ça. On est vraiment au contact de la matière, on essaye de la comprendre. On essaye de comprendre, on essaye de la dominer, c'est ce qu'on fait depuis que l'homme est homme. Mais tu vois, je pense qu'il y a cette ouverture d'esprit qu'il faut pas se fermer, et c'est pour ça, et je rebondis sur cet article de la chronique d'Alphonse sur Materia, qui dit que nous, humains, on n'arrive pas à câbler ça. On n'arrive pas, conceptuellement, on n'arrive pas. On veut quelque chose, on doit l'obtenir. Conceptuellement, c'est comme ça qu'on réfléchit, nous. Mais l'IA, elle n'a pas de parti et de préjugés. Donc, elle peut faire ce travail pour nous. Voilà, c'est là où je voulais en venir si on revient sur l'IA. C'était ça que je voulais en Non, non, venir en termes de choses. je te rejoins. Je te rejoins. Je te rejoins sur le fait que si tu veux, si tu prends l'organisation des communautés de matériaux, euh, dans un pays comme la France, mais c'est valable partout ailleurs, on va avoir des métallurgistes, des polyméristes, des solidistes, des mécaniciens, des thermiciens. Enfin, voilà. Donc, on a un communautarisme des matériaux qui, à mon avis, effectivement, à partir du moment où on cherche un matériau idéal, va brider. C'est-à-dire que le matériau, on va le faire rentrer, on veut le faire rentrer dans notre communauté. Un matériau qui est entre deux communautés, bah, finalement, voilà, soit une communauté se le réincapare, soit elle veut pas le connaître. Voilà, donc, il y a un aspect, si tu veux, de raisonnement un peu fragmenté qui permet pas peut-être de libérer le complet potentiel des matériaux. Et là-dessus, je dirais que c'est un peu perdu, mais ça fait partie de l'évolution des sciences sur le temps. C'est matériaux, finalement, c'est qu'une vision électromagnétique. Tu vois ce que je veux dire? Une onde électromagnétique, elle rencontre quelque chose et c'est ça qui va lui donner une propriété. Donc finalement, voilà, si tu reviens à ce sens, voilà, de ce qui est de ce qui est une matière, tu peux redonner effectivement des possibilités. Nous, on a un carcan. Le carcan de la conception, si tu veux, des objets qui nous a bien servi pendant longtemps. Aujourd'hui, voilà, de faire des systèmes avec des éléments finis, du maillage, pouvoir faire passer des lois de comportement et pouvoir trouver et pouvoir faire des objets avec ça, c'est intéressant, mais ça bride.
Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que l'IA va réouvrir un petit peu un champ des possibles, même sous forme de boîte noire, mais à la limite, c'est une boîte noire qui, comme tu le dis, n'a pas de préjugés et n'a pas de communautarisme. Donc, bon, donc voilà, donc peut-être, je suis d'accord pour dire qu'il y a peut-être un champ des possibles qui va se réouvrir. Ouais, je suis intimement convaincu. Ouais, effectivement, je partage cette opinion-là. Je me dis qu'il y a vraiment quelque chose, sans parti politique des matériaux. Sans parti politique des C'est ça, matériaux. c'est Mais ça. Ouais, vraiment, ouais, je suis d'accord. mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose. Et finalement, cette réponse, moi, elle me fait émerger vraiment une question que j'aimerais te poser. Et pour pouvoir donner la suite à cet épisode, finalement, maintenant que tu es arrivé à ce niveau-là, au niveau de ton travail, de cette perception, au niveau de la matière, au niveau de toi aussi en tant que scientifique, tu as aussi appris tes limites et savoir qu'est-ce que tu veux donner, quel sens, quelle dimension tu veux donner à ta recherche et que tu veux donner aussi à tes étudiants, à tes doctorants, à ton équipe et toi personnellement aussi. Euh, Comment tu envisages la suite? Qu'est-ce que tu envisages comme suite que tu veux donner à, j'allais dire à ta carrière, mais aussi à toi en tant qu'être humain, tout simplement, par rapport à ton domaine, mais aussi toi en tant que Yves. Yves, je ne suis pas Bah, chercheur, je m'appelle Yves et c'est tout. si tu veux, ouais. Non, si on parle de l'humain, tu vois, je suis dans une phase de carrière qui est une phase de fin de carrière. Ouais. Dans 2 ans, je suis en retraite, donc je commence à y penser, mais je commence à penser aussi à ce que j'ai envie de léguer. Tu vois, voilà, c'est une partie de carrière où on peut avoir ça, et au-delà d'un legs testamentaire, mon envie, c'est plutôt de laisser une équipe qui ait voilà, une certaine appétence pour une manière de travailler. Elle le fait aujourd'hui avec moi et j'ai envie de les préparer à pouvoir le faire sans moi. Tu vois, c'est un petit peu cette idée-là. Et dans cette appétence, c'est de faire travailler, collaborer, si tu veux, des industriels et voilà, et des universitaires sur une rencontre avec, allez, je vais appeler ça une fluidité de TRL. C'est un peu ma vision de problèmes français qui sont quand même, on parlait de communautarisme tout à l'heure, j'y reviens un petit peu, une communauté d'universitaires qui n'a pas très envie de quitter le TRL 3 parce que au-dessus du TRL 3, c'est plus difficile de publier, donc on reste finalement entre universitaires. Moi, ce que je propose, ce que je préconise, voilà, c'est de comprendre quel niveau de TRL les industriels sont capables de nous questionner et voir comment on peut redescendre, nous, ces questions industrielles qu'on respecte, hein, ils ont besoin de gagner leur vie, voilà, pour continuer à avancer, mais comment nous, on peut en faire des questions scientifiques, c'est-à-dire c'est à nous de redescendre en TRL, ou des fois on peut pas redescendre trop bas en TRL parce que le temps, l'argent ne nous permet pas de le faire, mais comment on envisage de le faire. Mais redescendre en tout cas un petit peu. Si je peux descendre à un 2 pour me proposer des questions fondamentales, c'est super. Mais même si on m'a posé une question à un TRL de 7, est-ce que je suis capable de redescendre à une question à un TRL de 5, voire de 4? C'est ça qui est intéressant. Et je pense que cette manière de faire aujourd'hui, c'est une manière qui me paraît intéressante à transmettre. J'ai des équipes aujourd'hui avec lesquelles on le fait. J'ai envie qu'ils continuent à le faire et voilà, qu'on essaye de le faire de manière intelligente, d'autres endroits en France où on sait le faire et je trouve ça très très bien. Voilà, mais c'est un modèle. Pour moi, c'est un modèle de R&D qui, j'espère, voilà, pourrait se diffuser peut-être un peu plus que se poser que la question, nous, à des TRL faibles, et ensuite se dire un jour, peut-être, si Dieu le veut, ça montera en TRL. C'est une façon de faire, je l'ai beaucoup pratiqué, j'ai peu de choses qui sont montées réellement en TRL, donc voilà, je le fais de cette manière-là. J'aimerais voilà que ça puisse continuer à se construire. Voilà. Je trouve ça vraiment pertinent et c'est pour moi ce que j'appellerais la recherche de terrain. C'est ça la recherche de terrain. C'est ça la réalité de la recherche. Oui, oui, Tu tout à vois? fait. Tu peux l'appeler comme ça. Hein. C'est ce qui fait qu'on n'est pas physicien théoricien comme Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, quoi. Ouais, ouais, mais c'est ça. vraiment. Voilà, mais on est plutôt Léonard Stater, tu vois. Physicien expérimental. Et même encore, on est encore un TRL bas. Mais effectivement, ça, tu vois, c'est vraiment la réalité du terrain. Et moi, je trouve ça, bah, en fait, pertinent, judicieux ce que tu proposes. C'est vraiment être au plus proche de la réalité. Et en fait, être au plus proche de la réalité, c'est aussi très bien parce que ça permet aussi de démystifier ce qu'un industriel veut. Parce qu'un industriel va vouloir avoir aussi, il a une vision de haut, d'un TRL très haut, mais c'est pas parce que lui, il est en bout de chaîne au point de vue TRL que sa vision, elle est intéressante et pertinente et que surtout, elle est réelle. Non. Elle est réellement adaptée au terrain. Non, ça, c'est pas vrai.
Et c'est là aussi jouer sur comprendre la maturité de ces échelles. Donc TRL, hein, c'est le niveau de maturité en français. C'est de comprendre vraiment cette maturité des échelles pour voir où on se positionne, quelle est la réalité, valider ces échelons et effectivement construire une recherche au plus près des personnes, au plus près de la thématique, au plus près du terrain et au plus près des enjeux. C'est vraiment ça, hein. C'est effectivement tout à fait. ça qui est le plus important. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, je veux te poser une question, et ça va dans la suite logique de ce que tu m'as dit. Si tu devrais laisser une bouteille à la mer un peu à tous ces jeunes chercheurs, ou les plus jeunes ou les plus expérimentés, quelle serait cette bouteille? Écoute, un petit peu ça, tu vois, un petit peu de partir effectivement, voilà, de questions industrielles et d'avoir la capacité avec notre background, encore une fois, de chimiste, de physicien, peu importe, de thermicien, de retrouver la bonne échelle de TRL pour poser les questions scientifiques qui correspondent à des applications qui permettent d'évoluer. Je pense que quand j'appelle ça de fluidité sur échelle de maturité, c'est ça. On a le background pour savoir à quelle échelle se posent les questions et la question pertinente. Il se pose des questions à toutes les échelles. Quand on est en train de faire un matériau à une échelle industrielle, toutes les questions qu'a évoquées, les questions de dégradation, de recyclage, de propriétés physiques, de cristallisation, de cicatrisation, toutes ces questions se posent. Mais la question, c'est de trouver la bonne échelle pertinente avec peut-être des fois des équations, des modélisations, des simulations qui vont permettre d'avancer. Je pense que ça, c'est une vraie approche de questions et j'admire vraiment les scientifiques, même des scientifiques brillants, des prix Nobel, qui ont eu cette capacité, m'ont toujours inspiré parce que au-delà de rester, et encore une fois, c'est pas du tout une critique, dans son laboratoire, on se confronte à des cas réels et notre background va être vraiment utile, voilà, pour retrouver, encore une fois, les bons éléments de compréhension, la bonne échelle qui vont permettre de faire avancer la science et derrière la technologie, voire les applications industrielles. Donc ça, je trouve que c'est une puissance qu'on a. Honnêtement, on a peut-être moins en France que dans certains pays, qui ont plus développé cette vision, qui des fois part d'une certaine forme de pragmatisme. Mais voilà. Mais si j'avais à léguer quelque chose, c'est ça. C'est cette manière de faire et surtout cette manière comment dire, d'en être fier. Voilà. C'est souvent ce qu'on a en France. C'est une recherche dite technologique qui n'a pas tout à fait l'être de noblesse d'une recherche fondamentale caractéristique. Voilà. Donc le faire et le revendiquer, voilà, pour en avoir une certaine fierté. C'est exactement ça, et on le voit dans le monde de l'artisanat. Regarde, avant il y avait on dénigrait Oui. beaucoup le monde du manuel et on voulait beaucoup plus de théoriciens. Et maintenant, regarde, même dans le monde de l'artisanat, de la Ouais, ça réparabilité, revient. regarde le fameux R du mot réparabilité dans les 5 R, qui est effectivement refuser, réduire, euh, réparer, recycler. Enfin, avant, c'est réemployer et recycler. Il y a vraiment cette mécanique-là. Et tu vois, vraiment, on a cette approche de terrain. Et je pense qu'effectivement, elle a tout intérêt à exister. Et non, non, c'est ultra pertinent. En tout cas, moi, je suis très content de cette discussion avec toi. On arrive même à la fin de l'épisode. Mais avant d'arriver à cette fin de l'épisode, il y a la question phare de Dromien Matériaux qu'il faut que je te pose, que je me dois de te poser, parce que sinon, c'est pas Dromien Matériaux. Yves, si tu étais un matériau, lequel serais-tu et comment te définirais-tu? Si j'étais un matériau, allez, je serais, je sais pas, moi, je serais un espèce de matériau malléable. Je serais un espèce d'hydrogel hybride avec des particules magnétiques. On pourrait me changer de forme, je pourrais bouger, je pourrais m'auto-échauffer, je serais multifonctionnel. Voilà, c'est un matériau, voilà, qui serait capable de faire plus de choses possibles. Moi, c'est un peu ce qui me fascine. Voilà, c'est des matériaux qui ont été réfléchis avec plein de manières de les solliciter, différentes de qui répondent à plein de stimulations. Voilà, donc ça m'irait bien. Allez, je vais dire un hydrogène magnétique. Allez, ça me plairait. C'est l'Iverium au l'Iver Materium. Voilà, c'est ton nouveau niveau de définition de ton mot. Ouais, c'est ça. Incroyable. Non, mais c'est ça, c'est la joie. De toute façon, c'est ça la puissance des matériaux composites. C'est vraiment cette fonctionnalité d'hybrider les choses et d'en tirer forcément le potentiel, le meilleur en fait, le meilleur de ce qu'ils peuvent
produire tout en essayant d'abaisser leurs faiblesses. Et finalement, c'est l'union fait la force, hein, pour reprendre une expression belge. Nos amis Maxime, si tu nous écoutes, qui est passé dans le podcast, c'est vraiment effectivement ça. Bah écoute, je suis content en tout cas de t'avoir reçu vraiment dans Drôme et Matériaux. J'ai pas de mots parce que des profils comme le tien, Yves, c'est tellement enrichissant de prendre cet instant, de prendre 1 heure à discuter, d'échanger de tout et de rien, d'échanger sur sa discipline, sur finalement comment on voit le futur de la recherche, qu'est-ce qu'on veut léguer, comment on veut le léguer surtout, parce que c'est bien de vouloir léguer, mais comment le léguer aussi, c'est un peu la même chose entre la théorie et la pratique. Ça reste 2 approches qui sont complémentaires, mais qui si on a l'un sans l'autre n'a pas de sens. Et en fait c'est tellement c'est tellement fascinant, et en tout cas je t'en remercie. Je te remercie de ce moment. Moi j'ai passé un moment tellement agréable avec toi là-dessus, et magique. Moi aussi, Mike, bah, écoute, moi aussi, hein, c'est très intéressant. C'est comme tu le dis, c'est un format de discussion libre. Voilà, tu poses des questions éclairées et de manière agréable et sympathique. Et donc voilà, c'est un moment. J'imaginais, hein, pour avoir vu les rendus effectivement de votre collègues qui sont passés, voilà, que ça se passait comme ça. Mais voilà, je confirme, c'est extrêmement bien. Ben écoute, je t'en remercie. Je t'en remercie. Et je me retourne vers vous pour ceux qui vont me voir finalement en vidéo, en podcast, vous l'aurez pas, mais vous avez compris que je m'adresse à vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous voulez soutenir le podcast Drôme et Matériaux, qui est un podcast du média Cosmos Materia, le média matériaux centré, n'hésitez pas à vous abonner. En fait, c'est très important. Vous abonner, nous laisser un commentaire, nous laisser une notification, un like, hein. En fait, tous ces mécanismes-là aident l'algorithme à nous référencer et à nous dire, à nous mettre en avant. Et mettre en avant Drôme et Matériaux, en fait, c'est mettre en avant des personnes comme Yves qui sont passées dans Drôme et Matériaux, qui sont tellement fascinantes et tellement de choses à nous communiquer, à nous partager, ce serait un crime de ne pas mettre en avant ce type de discussion. Donc, je compte sur vous. On est présent sur toutes les plateformes audio. Vidéo également, où on est présent, donc l'épisode sera sur le site Cosmos Materia, bien sûr référencé dans le média Drôme et Matériaux. Vous avez la newsletter, n'hésitez pas à vous abonner aux newsletters de Cosmos Materia. En fait, c'est le mensuel de Cosmos Materia. Vous avez tous les mois une newsletter qui arrive dans votre boîte aux lettres, tout simplement. Donc ça, c'est super intéressant, avec tous les articles, les podcasts, ce qui s'est passé durant le mois, hein, sur Cosmos Materia. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn et ainsi de suite. Et puis, ce que je peux terminer ce podcast, tout simplement, c'est par vous remercier, et je vais demander également à Yves s'il a un mot de la fin pour clôturer cet épisode. Yves, as-tu un mot de la fin pour clôturer cet épisode ? Écoute, encore merci. Puis, écoutez, un grand bonjour à tous les collègues qui pourront me regarder. J'espère, voilà, apporter un petit quelque chose. Et puis, écoutez, voilà, surtout, mot de la fin, voilà, continuez à innover dans le domaine des matériaux. Merci beaucoup, Yves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à nous les poser. Et en tout cas, je te remercie, Yves, pour cet épisode. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de Drôme et Matériaux, le podcast de l'exploration humaine des matériaux de la science de Cosmos Materia. On se dit à très vite. Salut les amis, à plus.